Voilà. Bonjour et bienvenue à notre colloque Israël et mondialement FLE à l'occasion de la Journée internationale du professeur de français. C'est un événement initié par l'Association des professeurs de français donc d'Israël, en partenariat avec l'Inspection générale du français d'Israël et l'Institut français d'Israël. Donc, je suis Florine Péris, chargée de mission pédagogique à l'Institut français d'Israël. Aujourd'hui, donc, nous avons l'honneur de recevoir pour notre colloque Monsieur Gilles Berger, directeur du centre de langue La Maison de Sainte-Claire, sur la côte est d'Australie, pour vous présenter Monsieur Gilles Berger. Donc, voilà. Il est donc directeur du centre de langue Maison de Sainte-Claire, mais il a obtenu aussi en 2015 un doctorat en linguistique appliquée sur le thème d'un programme hybride en français. En ligne, bien sûr. Il a enseigné au Centre de langue de linguistique appliquée de Besançon en France. Il a également enseigné à la Maison de Sainte-Claire et également à l'Université de Sydney et la Sydney Grammar School également. Aujourd'hui, il a également publié des livres, notamment 2 livres, dont un qui est traduit en anglais. Et aujourd'hui, il intervient dans le cadre de notre colloque sur le thème de la ticéitude, l'enseignement interactif en ligne du FLE, une approche didactique et méthodologique curriculaire en contexte innovant. Donc, je vais tout de suite lui donner la parole. Et donc, c'est parti, c'est à vous. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ici à la Maison de Sainte-Claire en Australie. Ici, c'est presque le soir. Je vais tout d'abord partager mon écran, si vous me permettez. Voilà. Je n'ai pas besoin de ça, excusez-moi. Voilà, donc. Je passe tout de suite. Pourquoi ça ne veut pas marcher? Attendez, j'ai un petit problème technique. Voilà, donc je vais vous parler de la ticéitude, donc une approche que nous avons mis en place ici à la Maison de Sainte-Claire. J'ai ici employé 2 mots. J'ai perdu ma souris. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes techniques. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai parlé de ticéitude et d'humanitude. Vous savez, le mot humanitude a été entendu pour la première fois par un philosophe qui était aussi généticien, qui s'appelait Albert Jacquard, et qui a parlé de ce qu'on appelle l'humanitude. Donc, j'ai eu cette idée d'utiliser les TIS, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, dans une perspective d'humanitude. Donc, j'ai repris le suffixe itude de Jacquard, donc humanitude voulant dire, parce que c'est peut-être important de préciser ça tout d'abord, être conscient de son humanité. Et Dieu sait si aujourd'hui, j'allais dire, on en aurait besoin. Et donc, appliquer les technologies de l'information et de la communication quand on enseigne le français, au premier abord, ça paraît facile. Évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup de technologies, comment dirais-je, qui sont là pour nous aider, mais en même temps, ça peut aussi devenir un piège. Car, par exemple, récemment, avec la Covid, je reçois beaucoup d'étudiants ici qui ont dû passer tout d'un coup en ligne, des lycéens, et qui me disent, parce que je leur ai posé la question, que ça a été très difficile, en fait, cette période. Et je leur ai posé la question suivante, donc en l'occurrence pour nous, pour le français, pourquoi? Et ils m'ont répondu, parce que les profs n'étaient pas préparés. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on leur a demandé de travailler en ligne, et bien sûr, ils étaient un petit peu perdus, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de matériel préparé. Alors, par exemple, une plateforme en ligne qui permettrait donc de renvoyer nos apprenants en ligne, et puis de les faire travailler dans ce que nous avons appelé une approche hybride. Et la ticéitude, bien sûr, c'est une approche hybride. Donc, 2 aspects. D'abord, un aspect humaniste,
parce que je le vois aujourd'hui régulièrement avec les jeunes que nous côtoyons, quand la technologie est devenue une addiction, une dépendance, eh bien, la dépendance, c'est le contraire de l'apprentissage. Et que si on est capable d'utiliser cette technologie pour apprendre, justement, quand on apprend, on sort de la dépendance. Donc, en fait, la technologie peut nous servir à sortir de l'ennui, finalement. Parce que les jeunes qui sont dépendants de la technologie, c'est tout simplement parce qu'ils s'ennuient. Donc, il faut établir, à mon avis, un équilibre entre le présentiel et le distanciel, ce qu'on appelle aussi en anglais le blended learning, dispositif hybride. C'est à la fois compliqué et à la fois très simple, je dirais. Je reprends un petit peu ce que j'ai lu récemment d'une linguiste qui s'appelle Marion Jacquet, qui disait « L'école du futur, c'est l'apprentissage du passé optimisé par les technologies du futur ». Alors, je dois dire tout d'abord que je n'ai pas trop aimé cela en quelque sorte parce que je suis pas trop sûr que l'apprentissage du passé eût été très efficace également. Donc, moi, je dirais plutôt ceci. Je dirais l'école d'aujourd'hui ou l'apprentissage d'aujourd'hui, c'est un apprentissage dynamique et collaboratif grâce aux technologies du moment. Alors, l'aspect dynamique est important et l'aspect collaboratif l'est également. Nous avons institutionnalisé, si on peut dire, un système hybride, c'est-à-dire mis en place, mis en garde, mais on met en garde quand même contre un usage, ce que j'appelle moi aliénant. Je reprends un petit peu ce que disait le fameux philosophe Michel Serres, qui disait il faut aller vers la sagesse, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, ou alors nous disloquer. J'ai bien peur souvent, personnellement, qu'on est en train de se disloquer, personnellement. Dans le sens où si on perd notre humanisme, la technologie ne va pas nous aider. Je reprends un peu ce que je disais Michel Serres, il disait il ne reste plus à l'humain qu'à être ou devenir intelligent. Et intelligent, ça veut aussi dire être capable de regarder à l'intérieur. Autrement dit, quand je parle d'humanisme, il faut avoir il faut jamais oublier l'humain, si vous voulez. Personnellement, je ne pense pas que les technologies, par exemple, vont remplacer les professeurs. Parce que j'entends souvent, on me pose la question, est-ce que les technologies vont remplacer les professeurs? Je ne le crois pas. La technologie est au service, est à notre service. Et aujourd'hui, on est vraiment, comment dirais-je, à la croisée des chemins, hein, surtout ce qu'on a vu ces derniers 6 mois avec la Covid, parce que tout le monde s'est mis en ligne. Et très souvent, ça n'a pas bien marché, justement parce que les professeurs n'y étaient pas préparés. Alors, je vais essayer de vous donner une définition de ce que j'appelle la tisséitude. D'abord, je voudrais reprendre ce que disait aussi Albert Jacquard, qui disait que la cité idéale est celle où tout est école. Et ça m'a beaucoup plu à l'époque, parce que je crois que ce que ça veut dire, c'est que l'apprentissage, il est constant. Je dis ça souvent à mes élèves qui viennent ici, à nos élèves qui viennent ici, c'est-à-dire que quand on apprend le français, on n'a jamais fini d'apprendre, d'abord. Et puis, je leur dis en rigolant, il n'y a pas de dimanche. C'est-à-dire qu'on doit faire du français tous les jours. Je leur dis, je leur donne un certain nombre de minutes, je leur dis environ 20 minutes. Et personnellement, je fais cette comparaison avec faire de l'exercice. Par exemple, un homme de mon âge, s'il arrête de faire de l'exercice, après très, très rapidement, après 6 mois ou 1 an, on rentre en décrépitude. Pas en tisséitude, mais en décrépitude. Et c'est un peu la même chose. Si on apprend le français, donc ça doit être un apprentissage constant. Donc je reviens à ma définition, si ça veut bien marcher. Pour nous, la tisséitude, c'est un environnement durable, favorable à l'apprentissage, pour nous, d'une français, dans une perspective d'apprenance. L'apprenance, je reprends un peu les idées de Philippe Carré, qui disait que l'apprenance, il y a 3 choses. Il y a 3 axes, si vous préférez. Le vouloir apprendre, le savoir apprendre et le pouvoir apprendre. Donc d'abord, évidemment, quand on apprend, il faut le vouloir. D'ailleurs, souvent, on est confronté à ce manque de volonté. Moi, je vois des apprenants ici, justement, qui passent beaucoup plus de temps sur leur portable que d'écouter le prof ou même d'écouter l'autre apprenant qui est en train de parler dans la salle de classe. Le savoir apprendre, c'est aussi très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il faut savoir
faire des recherches en ligne, par exemple, très rapidement, hein. Et puis, le pouvoir apprendre, ça veut pouvoir dire probablement s'en donner les moyens. Donc, voilà, très rapidement, hein. Et tout ça, bien sûr, donne une compétence à nos apprenants. Je vais aller assez vite, en fait, hein. Il pourrait s'agir également d'être enseigné, c'est-à-dire d'être formé par les autres apprenants. Alors ça, c'est très important. Je parlais tout à l'heure d'étudiants qui n'écoutent pas les autres dans la salle de classe. Je voulais dire que parfois, on apprend des autres, pas parfois, je devrais dire tout le temps, on apprend des autres. Et ça, dans les salles de classe, on le voit très rapidement. Et c'est d'ailleurs un petit peu là que le bas blesse, je dirais, avec la technologie. Pourquoi? Parce que très rapidement, quand on est en ligne, on se retrouve isolé. Je le vois, moi, par exemple, je renvoie nos apprenants sur notre plateforme et je leur donne certaines orientations et ils se heurtent à deux problèmes. D'abord, le premier problème, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment autonomes. Là, je suis en train de parler en particulier des lycéens. Et comme ils ne sont pas autonomes, quand on les renvoie sur une plateforme, ils savent utiliser la technologie, ce n'est pas tellement un problème de compétence ici, mais il y a souvent un manque de volonté. Et puis, parce que pour travailler 20-25 minutes, nous créons des modules de 20-25 minutes. Et quand on travaille pendant 25 minutes, c'est assez intense. Et là, c'est sans, on va dire, sans l'aide du professeur. Et quand je dis sans l'aide du professeur, ce n'est pas tout à fait exact parce que le professeur n'est jamais vraiment loin, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je peux aller sur leur compte, si vous voulez, en ligne, et je peux voir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Pour nous, la TICE-étude, c'est aussi ce que j'appelle un écosystème humain. Et encore une fois, le mot humain est très important et numérique, qui est censé créer des liens. Alors ça, à mon sens, c'est très, très important de créer des liens. Et nous créons des liens, je dirais, de trois manières. Donc, il y a trois axes dans notre formation, si vous voulez. D'abord, il y a les cours en ligne sur la plateforme, mais qui sont parfois personnalisés, parce que je suis toujours, comme j'ai dit, le professeur n'est jamais très, très loin. Je vois ce qu'ils font, je peux donc surveiller ce qu'ils font de loin, depuis mon ordinateur. Puis quand il y a, par exemple, quelques petits problèmes, je le vois tout de suite parce qu'ils font des quiz pour moi sur la plateforme. Et quand je vois que les quiz ou les notes sont relativement faibles, j'interviens, si vous voulez. Par exemple, je leur envoie un mail et puis je leur dis, tiens, on peut faire peut-être un petit webinar très rapidement de 10 minutes où où tu pourras poser des questions. Donc ça, c'est très important. Donc, on crée des liens avec le professeur. Et puis, une autre chose, je l'ai déjà dit, je me répète donc, en TICE-étude, un apprenant est constamment en train d'apprendre. Ça, je crois que c'est très important. Il n'y a pas de pause, en quelque sorte, si on peut dire, quand on apprend le français. J'essaie de leur dire ça, moi, en tout cas. Et jusqu'à maintenant, je crois que ça a très, très bien marché. Alors, il faut aussi ajouter que c'est un système complexe. Je vais passer à la prochaine diapositive, si ça veut bien marcher. Oui, ça va. Voilà un schéma pour peut-être illustrer un petit peu ce que je viens de dire, d'un système très complexe où vous avez donc évidemment le directeur pédagogique, si vous voulez, ou moi je l'appelle plutôt maintenant, hein, le coach, c'est-à-dire ce qu'on appelait le professeur dans le temps, c'est plutôt un coach aujourd'hui. Il y a donc un dispositif en ligne, il y a les apprenants, il y a ce qu'on appelle le webmaster, c'est-à-dire la personne qui est en charge de la plateforme, parce qu'on a malheureusement toujours affaire à lui, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours des problèmes techniques. Jusqu'à maintenant, en 7 ans, je crois qu'il n'y a pas passé un mois ou une semaine pratiquement où on n'a pas eu de problème technique. Donc là, il est là pour intervenir. Et ça, c'est très important hein, quand on travaille avec une plateforme comme ça. Et donc, aujourd'hui, le professeur, comme moi, par exemple, on doit être multicompétent, c'est-à-dire qu'on doit aussi savoir programmer, parce que des fois, le webmaster n'est pas toujours disponible. Donc, parfois, je dois savoir moi-même résoudre les problèmes quand ils arrivent. Et ça c'est une difficulté en soi, je dirais. Parfois, c'est un système dynamique et créatif, c'est-à-dire que on partage tout avec les apprenants en ligne,
J'ai oublié de dire que, bien sûr, il y a la plateforme en ligne, mais les élèves ou les lycéens, voire même les adultes qui viennent ici, ils travaillent en ligne. Donc, il y a 3 axes sur la plateforme. Il y a des cours avec Zoom, un peu comme nous le faisons maintenant, c'est-à-dire en utilisant Zoom de 45 minutes. Alors, c'est des cours où avec un maximum d'étudiants de 8, donc ça c'est important, on ne prend jamais plus d'étudiants. Et puis, il y a les cours ici en présentiel, donc ici à la Maison de Sainte-Claire, où les étudiants viennent nous retrouver ici. Et là, c'est soit des formations d'1 semaine ou de 2 ou 3 semaines. Alors, en général, le plus courant, c'est 1 semaine avec les lycéens. Mais par exemple, avec les adultes, là, on vient de terminer 3 semaines avec 8 adultes intensifs. Donc, si vous voulez, ceci complète cela. Évidemment, c'est un environnement technico-pédagogique propice à l'autonomie, à la métacognition. J'en parlais tout à l'heure, l'autonomie, c'est souvent l'un des problèmes avec les lycéens, car dans les écoles australiennes, par exemple, ils sont un petit peu ce qu'on appelle en anglais, c'est une traduction de l'anglais, nourris à la petite cuillère, et que par conséquent, ils ont beaucoup de difficultés à être autonomes. Et donc là, le rôle du coach, j'appelais ça le coach tout à l'heure, il est très important pour les aider à devenir le plus autonome possible. On sait d'ailleurs aujourd'hui que plus un apprenant est autonome, plus il aura des résultats. Je pense que ça, c'est assez évident. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, un écosystème humain et numérique censé promouvoir l'apprentissage et créer des liens. Créer des liens, c'est très important. Alors nous créons des liens également. Nous utilisons une autre plateforme qui s'appelle Slack. Quand on a commencé, on utilisait Facebook. Mais aujourd'hui, Facebook n'est plus tellement approprié, tout simplement parce qu'il y a trop de pubs, trop de publicité. Et donc, j'utilise moi Slack, S-L-A-C-K. Et avec Slack, il n'y a pas de pub. Mes étudiants me rejoignent sur Slack. Et sur Slack, on peut partager quotidiennement, je le fais pratiquement tous les jours, vidéos, PDF, évidemment parfois photos. Des fois, je leur envoie une petite photo et je leur demande de m'envoyer un enregistrement d'1 minute où ils vont enregistrer, donc à partir de cette photo, un petit monologue. Je corrige moi-même les monologues. Donc, ça demande, évidemment, vous pourriez me poser la question après, ça demande énormément de travail. Je corrige les monologues. Moi, j'ai un Mac, donc peut-être vous êtes familier avec Mac. J'utilise GarageBand. Et avec GarageBand, je télécharge le dossier audio de l'étudiant et puis je peux ensuite ajouter des corrections avec ma voix. Donc, ça reste oral ici, si vous voulez. Et ça marche très, très, très bien. Et ensuite, je leur envoie le dossier audio donc corrigé par mail. Ou et là, c'est là que c'est intéressant, je le mets sur Slack. Et donc, sur Slack, ils peuvent le télécharger de Slack sur leur ordinateur immédiatement. Donc, ça marche très, très bien car on est constamment, comment dirais-je, en communication avec les apprenants. Alors, parfois, ça demande beaucoup de travail parce que parfois, même souvent, ils me contactent pratiquement tous les jours sur Slack. Slack, c'est aussi sur mon téléphone. Alors, évidemment, quand on m'envoie un message, je le vois tout de suite. Je peux soit répondre par téléphone, mais moi, personnellement, je préfère utiliser mon Mac parce que j'ai beaucoup plus de matériel tout de suite disponible que dans mon téléphone. Et voilà comment on communique les uns avec les autres. Donc ça, cet aspect humain ici est très, très important. Et j'encourage également les apprenants à communiquer entre eux, c'est-à-dire, encore une fois, sur Slack. Je vais donner un exemple, je vais continuer un petit peu parce que je reviendrai à ça tout à l'heure. Voilà un autre schéma qui explique un petit peu ce que nous faisons. J'ai ajouté ici apprenants, professeurs, pairs, donc les pairs, comme je viens de le dire, communiquent entre eux, et même parfois les parents. Alors là, je m'explique. On a parfois des lycéens qui viennent ici, et on a souvent la chance d'avoir des parents qui ont fait du français à l'école, qui sont venus chez nous même, et donc qui sont prêts à aider leurs enfants. Donc on implique, si vous voulez, directement les parents dans l'apprentissage de leurs enfants. Donc par exemple, alors parfois c'est pas toujours évident parce que parfois les enfants n'ont pas envie de voir leurs parents s'impliquer, et puis parfois, d'autre part, ça marche très très bien.
Donc ça, je voulais ajouter ça, hein, qu'il y a donc toujours présentiel, distanciel, il y a le dispositif, et puis tout ça entraîne le savoir, si vous voulez. Alors, je me répète, hein, donc là, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit, utilisation de Slack. En tisséitude, un apprenant est constamment en train d'apprendre grâce à la plateforme numérique, grâce à l'interaction qu'on développe sur les réseaux sociaux. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser Facebook, mais moi, je préfère utiliser Slack. On est en train aussi de développer notre propre réseau sur notre plateforme, ce qui serait, mais là, ça demande des compétences techniques, mais ce qui sera plutôt très, très bien, parce que là, on n'utilisera que notre plateforme, si vous préférez. C'est un système que moi j'appelle sérendipien, ou on peut aussi utiliser l'adjectif sérendipeux. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le mot sérendipité. Je vais vous donner un exemple concret de la sérendipité dans ce qu'on fait ici. Mais on disait un jour, et c'est assez rigolo d'entendre ça, que la sérendipité, c'est quand on cherche une aiguille dans une botte de foin et puis qu'on rencontre la fille du fermier. Vous voyez, hein, ça explique tout. Et moi, je vais donner un exemple de cours où j'enseignais les prépositions de noms de villes, vous savez. Or, avec quelques exceptions, quoi, parce que vous le savez sûrement, il y a des villes qui sont plurielles. L'exemple que je donne souvent, c'est les Saintes-Maries-de-la-Mer, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a les Pennes-Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône, ou les Pavillons-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, etc., où il y a même des stations de ski qui sont des petits villages, comme par exemple les Ménuires. Donc là, on fait de la grammaire, si vous voulez. On devra dire « je vais au Ménuires » ou « je vais aux Saintes-Maries-de-la-Mer ». Et où la sérendipité intervient, c'est qu'à partir de là, donc, on est en train de faire quelque chose, si vous voulez, et puis tout d'un coup, je les renvoie sur les Saintes-Maries-de-la-Mer et je dis à mes apprenants, pour la semaine prochaine, j'aimerais bien que vous fassiez une petite recherche sur cette petite ville qui d'ailleurs est en quelque sorte la capitale de la Camargue, donc la Camargue. Et la semaine suivante, ils me rendent un petit travail sur les Saintes-Maries-de-la-Mer. Donc, si vous voulez, on est passé un peu du coq à l'âne, on fait de la grammaire, et puis tout d'un coup, on va travailler sur, faire un petit reportage sur les Saintes-Maries-de-la-Mer. Alors là, c'est intéressant parce que le reportage sur les Saintes-Maries-de-la-Mer, on peut le faire de deux manières. Soit on leur demande de nous renvoyer un petit PDF, ou plutôt, je préfère employer le mot une petite brochure, ou alors, aujourd'hui, avec la technologie, je leur demande de faire une petite recherche et puis de faire une petite vidéo, de créer une petite vidéo, ce qui est très, très facile de nos jours. Hein. Moi, j'utilise un logiciel, comment s'appelle le logiciel que j'utilise? Enfin, je pourrais revenir à ça plus tard, si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc voilà, ici, un schéma beaucoup plus complexe de l'apprentissage centré sur l'apprenant. J'appelle ça aussi qui développe un sentiment d'auto-efficacité. Là, j'ai repris un petit peu les développements de ce qu'on appelle la psychologie positive. Je pensais au fameux psychologue canadien qui s'appelait Bandura. Alors, vous voyez, c'est très complexe parce qu'on a énormément de directions, mais pour simplifier, on a encore une fois une plateforme. J'ai oublié de vous dire que sur notre plateforme, elle est basée sur les capsules vidéo. Donc, ça, c'est très important parce que maintenant, nous avons environ 5000 vidéos en ligne. Donc, c'est très conséquent. Je dois ajouter également que parfois, je fais comment que j'appelle ça, moi, un enseignement personnalisé. Alors, avec Mac, hein, je ne fais pas de la publicité pour Macintosh, hein, mais c'est très facile. Par exemple, j'ai 10 étudiants ici dans ma classe et j'ai mon Mac, ils ont des téléphones Mac, ça c'est préférable, ou des iPads ou des ordinateurs, et je fais du airdrop directement, c'est-à-dire des vidéos sur leur téléphone ou leur ordinateur pendant qu'ils font un exercice pour moi, par exemple. Et puis l'après-midi, je leur dis, bon, donc c'est là qu'on va parler un petit peu de classe inversée. Je leur dis, bon, vous m'avez dit que vous n'avez pas appris le subjonctif, par exemple, et pourtant, ils sont déjà en première. Pour ma part, ils auraient dû l'apprendre, mais ce n'est pas toujours le cas.
Et là, je les renvoie l'après-midi parce que j'ai oublié de vous dire qu'ici, à la maison de Sainte-Claire, on a 4 heures de cours le matin et l'après-midi des activités. Mais parmi les activités, justement, parfois, c'est de passer 40 minutes pour regarder une vidéo. Donc, j'ai envoyé les vidéos sur leur portable ou leur Mac ou leur iPad. Et puis l'après-midi, ils travaillent en binôme ou bien tout seuls. Ils prennent des notes, par exemple, sur le subjonctif. Ce qui fait qu'on renverse la classe. Et moi, je ne fais pas la classe ici avec mon tableau derrière moi sur le subjonctif. Par contre, après, quand ils reviennent dans ma classe, je vais faire ce que j'appelle des drills, c'est-à-dire je vais leur proposer une série d'exercices et puis là, après, on peut voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et éventuellement, là, je suis là, bien sûr, pour répondre à leurs questions parce que parfois, la vidéo que je leur ai donnée ne suffit pas. Donc, on n'a pas simplement la plateforme, si vous voulez. Mais en créant cette plateforme et en créant ces milliers de vidéos, et, par exemple, c'est pour ça que pendant la Covid, quand on m'a demandé de faire des cours en ligne, parce que j'ai assisté ou aidé plus exactement certaines écoles ici en Australie, ce n'était pas un problème pour moi puisque j'étais déjà préparé. Quand on a 5000 vidéos, on peut enseigner le français pratiquement de A à Z, c'est-à-dire de débutant complet à étudiant avancé, si vous voulez. Donc, soit en les renvoyant sur la plateforme, ou soit simplement en faisant un enseignement individuel où je donne différentes vidéos à différents apprenants. Alors, quand je dis vidéo, ça peut être parfois aussi des dossiers audio. Parfois, j'envoie des dossiers audio. Par exemple, récemment, j'avais des étudiants qui, pourtant, auraient dû être avancés, mais qui avaient encore d'énormes problèmes phonétiques. Ce que j'ai repéré, bien entendu, après 2 minutes dans la classe ici. Et là, je leur donne un enseignement individualisé. Je leur donne soit des vidéos, soit des audios de travail phonétique qui devront me faire pendant la semaine. Ce que je leur dis, si vous ne travaillez pas votre phonétique, vous allez vous retrouver dans 4 ans ou 5 ans et vous aurez toujours le même problème. C'est souvent d'ailleurs un problème récurrent, la phonétique. Vous savez, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais ici en Australie, par exemple, dans les écoles, c'est très rare que la phonétique est enseignée en tant que telle. D'ailleurs, on pourrait dire ça de la phonétique et on pourrait dire également la même chose en ce qui concerne le vocabulaire. Le vocabulaire n'est pas enseigné, ou souvent il est enseigné dans les méthodes où on donne des listes de vocabulaire, mais on n'apprend pas une langue avec une liste, vous comprenez? Donc, voilà. Donc, si vous voulez, je pourrais après, plus tard, vous renvoyer ces schémas si ça vous intéresse, hein. Mais vous voyez, il y a vidéo, il y a capsule, alors il y a évidemment en ligne une évaluation formative. Et puis, il y a ce qu'on appelle des exercices où là, ils vont avoir tout de suite les réponses pour progresser, pour travailler. Et puis après, il y a des quiz où là, ils obtiennent une note. Et moi, de mon côté, je peux voir quelle note ils ont obtenue. Je travaille également beaucoup avec des cartes heuristiques, ce qu'on appelle cartes heuristiques. En anglais, on appelle ça mind map. Et j'ai aussi à ma disposition à peu près 2000 cartes que j'ai créées qui me permettent à la fois de travailler la grammaire, mais également le vocabulaire, de manière heuristique, j'allais dire. Donc, je remploie ce mot-là. Donc, j'ai énormément de matériel à ma disposition maintenant. Comme j'ai dit au départ, j'ai commencé ce projet en 2013. Nous sommes en 2020, donc vous voyez, 7 ans quoi, pour en arriver là. Je regarde, vous me dites le temps qu'il me reste, Florine, hein, si je dépasse un petit peu. Donc, je reviens un petit peu. Vous avez encore oui, à peu près 5 minutes. 5 minutes si vous D'accord, voulez. c'est très bien alors. Je voulais très rapidement, je voulais parler très rapidement pour finir de ce que j'appelle la notion d'apprentissage autotélique. Ça vient d'un psychologue encore de la psychologie positive. Et pour être très rapide, et pour expliquer très rapidement, c'est quand on est dans ce qu'on appelle un état de flow. Flow, ça veut dire où ça coule de source, si vous voulez, ça coule bien dans la salle de classe. Et il y a des gens qui sont autotéliques, il y a des professeurs qui sont autotéliques, il y en a très peu à mon avis. Il y a aussi dans une classe donnée, par exemple, de 10 élèves, moi je le vois immédiatement maintenant parce que j'ai un 6e sens, on va dire, il y a dans une classe de 10 probablement 1 ou 2 élèves autotéliques, et ça veut dire que ce sont des élèves qui… donc essayons encore d'expliquer un peu le mot autotélique, ça se situe au niveau du… Attendez, je vois plus mon… J'arrive à bouger ça, mais j'arrive pas. Mais
C'est quand un apprenant, si vous voulez, il apprend quelque chose pour le plaisir d'apprendre. Alors en Australie, par exemple, c'est souvent pas le cas parce que leur but d'apprendre, c'est les examens. Alors évidemment, quand le but de votre apprentissage, c'est les examens, ces gens-là, en général, ne sont pas autotéliques. Donc une personnalité autotélique, c'est quelqu'un qui va, pour donner un exemple, moi, je suis autotélique quand j'arrose mon jardin. Alors c'est parce que j'ai un grand jardin ici bio à la maison de Sainte-Claire. Donc quand je travaille dans mon jardin, je suis très autotélique parce que je suis 100% dans la tâche. Il n'y a même plus de pensée qui traverse mon esprit. Et quand je me retrouve dans ma salle de classe, je redeviens autotélique quand je suis complètement immergé dans mon apprentissage, c'est-à-dire en pleine harmonie avec mes apprenants. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre autour de nous, si vous voulez. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut développer, je le crois sincèrement. Vous voyez, c'est une personne en état de flow, c'est ce qu'on appelle aussi un épicurien de la connaissance, c'est quand il y a un équilibre entre ses compétences personnelles et la demande de la tâche. Et cela provoque un soutien à l'autonomie. Donc il faut un équilibre entre la tâche et puis ses compétences personnelles. Mais en général, un étudiant autotélique, il le fait automatiquement. Alors, j'ai oublié de dire que quand il y a 2 apprenants autotéliques dans une classe, sur 10 environ, je crois que c'est à peu près ce que j'observe moi, eh bien, il faut se servir, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot-là, de ces apprenants autotéliques pour inspirer les autres, pour aider les autres. D'ailleurs, cette notion d'entraide, comme les étudiants sont orientés souvent que envers les examens, elle est souvent absente. C'est-à-dire qu'on travaille un petit peu que pour soi. Et ça, c'est une très mauvaise attitude quand on apprend une langue, à mon sens. Donc voilà. Mais cette notion d'autotélisme, à mon avis, elle est très importante. Et cela donne aussi ce qu'on appelle une efficacité personnelle, pour reprendre un petit peu Bandura, donc, que j'ai mentionné avant. Vous voyez, par exemple, une matière autotélique est celle qui est entreprise sans autre but qu'elle-même. C'est l'apprentissage qui devient la seule récompense. Alors ça, c'est merveilleux, quoi. Quand l'apprentissage, c'est la seule récompense, et que quand dans la vie, par exemple, on devient autotélique, que quoi qu'on fasse, la seule récompense, finalement, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Alors là, ça devient merveilleux. Là, on touche au merveilleux, quoi. Et donc, malgré ces technologies qui sont à la fois des outils, mais qui peuvent devenir très dangereux si on tombe dans la dépendance, malgré tout ça, cette technologie nous assiste, elle est là pour nous, si vous voulez, à condition que nous restions profondément humains. Je veux dire, nous les profs, avec nos apprenants. Et j'ai bien peur, et j'ose le dire, que nous sommes en train de le perdre aujourd'hui. D'ailleurs, avec la Covid, j'ai pu observer tout ça parce que les étudiants me le disaient. Ils me disaient, Gilles, on n'a rien appris en ligne. Je leur dis, mais pourquoi ? Parce que c'est un peu du n'importe quoi. Les profs faisaient un peu du n'importe quoi parce qu'ils n'étaient pas bien préparés. Donc, j'allais dire pour terminer, ça ne s'improvise pas. Si on n'a pas une plateforme, si on n'a pas un matériel énorme, si on ne sait pas où on va, parce que ça demande aussi une progression, j'ai oublié de le dire, bien entendu, bien je pense qu'on va échouer. Et pour ne pas échouer, il faut que tous ces paramètres soient bien en place. Et en même temps, donc je terminerai avec ça, il faut rester profondément humain. Ce n'est pas la technologie qui va remplacer les êtres humains, parce que si c'est le cas, d'ailleurs j'ai bien peur que c'est dans cette direction-là qu'on est en train de s'orienter avec la Covid, et pour moi c'est très inquiétant. La technologie, elle est là pour nous, mais nous, on n'est pas au service de la technologie. Voilà. Donc il faut garder cet aspect humaniste, si vous voulez. Alors, je vous enverrai éventuellement un article avec une bibliographie, etc., si ça vous intéresse. Et pour revenir à l'autotélisme, les étudiants autotéliques sont toujours plus créatifs et stimulants. Je le vois parce que quand j'en ai dans la salle de classe, ils sont toujours là pour les autres, ils sont créatifs, ils ont des idées, ils sont là pour les autres aussi. Ça, c'est très important. Voilà. Je crois que je pourrais terminer avec ça. Et je vous enverrai les schémas si ça vous intéresse. Par exemple, celui-là est aussi très intéressant. Je ne sais pas si je l'ai déjà montré. Ah, si. Donc, il y a celui-là et j'ai d'autres. Bon, j'ai quelques schémas que je peux partager avec vous si ça vous intéresse. Vous pouvez bien sûr nous les envoyer. On les mettra à disposition sur le site, oui. Le site de la… Je vous enverrai cette présentation en PDF déjà.
Et puis, j'ai écrit un article qui résume très bien tout ce que je viens de dire, probablement mieux au niveau théorique, si on peut dire. Mais en même temps, je pourrais vous envoyer individuellement les schémas si ça intéresse d'autres professeurs. Oui, bien sûr, Voilà. et on pourra les mettre à disposition donc, sur le site. Il n'y a pas de problème. Alors, Pas de problème. je reviens. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. On a aussi des remerciements ici dans le chat, on le voit. Alors, déjà, j'ai vu une première petite question sur le chat. Donc, mais vous pouvez toujours poser vos questions dans la partie Q et R, questions et réponses de ce webinaire, n'hésitez pas. Mais déjà, il y avait des petites questions sur Slack. Est-ce que vous pourriez en dire un mot un peu plus? Enfin, voilà, c'est un réseau social ou une plateforme, en tout cas, sur laquelle on peut Écoutez, mettre des lives, etc. je vais continuer de partager mon écran. Voilà, Slack est ici. Voilà, par exemple, ce que j'échange avec notre webmaster. Donc voilà, vous voyez, c'est un moyen. Et là, par exemple, je vais vous montrer. Vous voyez, je peux faire ça. Et par exemple, je peux mettre ça. Regardez. Bon, admettons que. C'est un logiciel à je peux. télécharger. Voilà, comme ça. Regardez, je mets ça ici. Et là, très rapidement, vous voyez, mon schéma va apparaître sur Slack. Et donc, les étudiants qui sont avec moi sur Slack, je ne sais pas ce qui se passe, ça ne veut pas bouger, ils peuvent, une fois, bon là, c'est en train de charger, mais donc on peut mettre ce qu'on veut, en fait, sur Slack. C'est mieux que Facebook parce que, un, il n'y a pas de publicité. Deux, on peut échanger ce qu'on veut, des vidéos, des liens, des PDF, enfin, exactement ce que vous voulez, des photos. Donc, par exemple, moi, des fois, comme je disais auparavant, j'envoie une photo à mes apprenants, puis je leur demande de me faire un petit monologue pour la semaine prochaine. Donc, la photo, elle est partagée avec tout le monde. Mais ce qui est formidable aussi avec Slack, c'est que chaque semaine, quand j'ai un groupe de 10, par exemple, je leur demande donc de devenir amis sur Slack avec ce groupe de 10. Et là, je demande à chaque apprenant de partager au moins 2 documents par semaine. Donc là, très rapidement, vous imaginez, 2 documents multipliés par 10, ça fait 20, plus moi, qui fait la même chose. Donc, ça fait déjà 22. Puis éventuellement, on rajoute un parent ou 2. Vous voyez, on arrive très vite à un partage de matériel énorme. Alors, le matériel, ça peut être, par exemple, hier, j'ai vu qu'un apprenant avait partagé une vidéo sur le Mont Saint-Michel pendant la période Covid. C'était intéressant parce que c'est en français. Et donc là, tout le monde l'a vu, en fait. Voilà l'idée de Slack, quoi, si vous voulez. Très bien. Et alors, c'est un logiciel à télécharger ou bien est-ce qu'on peut le trouver sur Internet, en fait? Non, on peut trouver sur Internet. Attendez, je vous ai perdu. On va sur Slack. On va sur Slack et puis on s'inscrit. On crée un groupe. Donc, on envoie des invitations à nos apprenants pour créer un groupe. Puis après, on partage ce qu'on veut. C'est gratuit, il y a aussi une version payante, il faudra regarder un petit peu, mais c'est gratuit et c'est beaucoup mieux que Facebook parce que Facebook, maintenant, c'est devenu la grande plateforme d'un peu n'importe quoi, tandis qu'avec Slack, on sélectionne ce qu'on veut partager, quoi. Au début, j'utilisais Facebook avec mes apprenants, mais le problème, c'est qu'on partage aussi un peu n'importe quoi. Vous voyez, il n'y a pas que ce que le prof partage sur Facebook. Et puis, une fois qu'ils sont devenus mes amis sur Facebook, ils peuvent aussi voir ce que je partage de manière privée sur Facebook. Donc, ce n'est pas bon, si vous voulez. Oui, d'accord. Alors, on a une question également ici sur les questions-réponses. Donc, vous avez combien d'apprenants vous avez dans vos classes de français? Est-ce que vous avez des élèves en difficulté d'apprentissage qui sont encouragés par les parents à ne pas étudier le français? Est-ce que Oui, malheureusement, et c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'ils viennent quand même chez nous. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il doit y avoir encore une motivation quelconque. Mais alors, je suis très heureux de vous dire ça parce que j'arrive à les soulever, entre guillemets. C'est-à-dire que j'arrive des fois à faire la différence, pas toujours, en une semaine. C'est-à-dire à les remotiver. Donc, oui. Mais où on arrive à faire la différence, c'est en orientant vers ce que j'appelais tout à l'heure un apprentissage ou un enseignement individualisé. C'est-à-dire que je cible, peut-être ça c'est l'expérience, moi quand j'ai 10 élèves dans ma classe, alors pour répondre à votre question, le maximum que j'ai, donc j'ai de la chance, c'est 10. Parfois c'est arrivé où on a eu 12 ou même 16. On a eu un groupe de Malaisie il y a quelques années où il y avait 16 apprenants, mais je dirais que c'était déjà trop. Moi, j'aime bien le nombre 10, parce qu'avec 10, en 5 minutes, j'arrive à scanner, entre guillemets, toute la classe
Et puis très rapidement, je sais déjà à qui j'ai affaire. Donc quand je sais à qui j'ai affaire, je peux cibler mon enseignement, ce que j'appelle mon enseignement-apprentissage très rapidement. D'accord, très bien. Et alors moi, j'aurais une autre question. N'hésitez pas à poser des questions aussi parmi les spectateurs. Moi, j'aurais une question. Vous parlez du professeur qui est donc un coach. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion de coach? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon sens, hein, le professeur, et c'est assez difficile de faire ça, entre guillemets. J'aime pas le mot difficile, mais on n'est plus sur notre estrade aujourd'hui, avec j'ai quand même mon tableau blanc derrière moi, mais en fait, le professeur ou le coach, c'est comme un maestro qui donne le rythme à l'orchestre, mais il ne joue jamais la musique, ou presque. C'est-à-dire, on donne le rythme, on donne les orientations, et en fait, on n'intervient que de manière ponctuelle. Pour donner une autre métaphore, c'est comme un coach de foot. Un coach de foot, moi je le sais parce que mon fils, c'est ce qu'il fait. Il travaillait avec une équipe professionnelle en Angleterre. Et lui, en tant que entraîneur de foot, si vous voulez, il n'intervient pas, c'est-à-dire il ne joue pas au foot. Ce n'est pas lui qui joue, mais il donne des directions. Donc maintenant, je verrais le professeur de français comme un coach. On est là pour donner des directions, on est là pour assister. Parfois, évidemment, on prend la parole. Par exemple, quand on parlait de phonétique avant, alors il y a une autre chose que je n'ai pas dite. J'utilise beaucoup le téléphone avec mes apprenants. Je leur dis, prenez votre téléphone, s'il vous plaît. Et puis, avec Mac, il y a un logiciel sur les téléphones qui s'appelle comment Voice Memo. Et puis, avec Android, moi j'ai Android, c'est Voice Recording. Et là, je leur dis, bon, préparez votre logiciel et quand je compte jusqu'à 3, à 3, vous commencez à enregistrer. Et chaque semaine, quand ils viennent une semaine, ils quittent la maison de Sainte-Claire avec environ entre 50 et 60 enregistrements sur leur téléphone. Alors, des fois, ça peut être de la phonétique. Quand je vois qu'il y a une faiblesse phonétique, je leur dis, prenez votre téléphone et j'enregistre des… Par exemple, il y a un exemple récent, hein, j'avais eu une ou deux filles, ou même plus que ça, qui avaient des problèmes avec le son « ye » en français, comme par exemple Camille, fille. Eh bien, tout simplement, je leur enregistre une petite phrase comme « Elle est gentille, Camille, comme fille ». Ou bien des mots comme feuille, cueille, veuille, etc. Donc, on fait très rapidement de la phonétique, c'est enregistré sur le téléphone et puis on s'en va. Et donc, je leur dis, attention, les enregistrements, ce n'est pas pour les chiens. Donc, avant de dormir, je voudrais que vous les écoutiez au moins 2 fois, avec vos écouteurs, si vous préférez. Je préférerais, en tout cas. Et puis, ils le font. Et très rapidement, je vois des progrès. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Donc, j'avais oublié de dire que le téléphone, c'est un instrument extraordinaire. Oui. Alors d'accord, donc vous parlez de la notion de coach, hein, effectivement, le professeur est un coach, et pourtant j'ai l'impression que ça demande beaucoup de travail finalement, l'enseignement à distance. Enfin, parce qu'il faut quand même préparer des vidéos, il faut préparer plein de ressources en fait finalement à utiliser en ligne. Oui. Alors, est-ce que vous passez beaucoup de temps à préparer ces cours en ligne? Plus maintenant, parce que comme la plateforme est en ligne et que les 5000 vidéos sont créées, tout est dans mon ordinateur ou sur la plateforme. Donc, les étudiants qui s'inscrivent sur la plateforme, parce qu'elle est payante, hein, bon, c'est comme ça, évidemment, là, tout est là. Mais j'allais aussi dire autre chose. Le coach, et peut-être je terminerai avec ça, il doit faire preuve, ou nous devons faire preuve, nous les enseignants, de générosité. C'est-à-dire que les gens, des fois, me disent, oui, alors quand ils viennent ici, évidemment, c'est payant. Mais moi, je leur donne énormément de vidéos sur leur portable. Comme j'ai dit, je fais du airdrop. Hein, et ça, ce n'est pas payant. Je donne beaucoup. Quand je vois des faiblesses, je donne. Et je n'attends rien quand je donne, si vous voulez. Et en fait, c'est la plus grande récompense du prof, parce qu'après, quand on voit que les apprenants progressent, bon, vous savez, on ne fait pas ça que pour l'argent, hein, comme certains ont voulu nous faire croire quand on a commencé. Donc, voilà quoi. Ça, c'est très important. Donc, moi, évidemment, maintenant, mais il m'a fallu 7 ans pour développer tout ça à raison de 10 heures par jour. Or, évidemment, 10 heures par jour devant un ordinateur pour préparer des vidéos ou des quiz ou des exercices, des audios. Il y a des milliers de dossiers audio sur notre plateforme. Mais pour être plus optimiste, aujourd'hui, si on est bien préparé, on peut faire une vidéo très simple en 20 minutes. Et je vais vous montrer, peut-être si j'ai encore quelques minutes, ce que j'utilise.
Est-ce que Oui, vous voyez toujours mon écran? oui, bien sûr. Oui. J'espère que voilà. J'utilise ça, regardez. ScreenFlow. Alors, par exemple, je vais enregistrer ici pour montrer. ScreenFlow est excellent. Je terminerai avec ça parce que ça permet de faire des vidéos très rapidement et il n'y a pas besoin d'être un expert. Je vais l'arrêter. Donc voilà, là, j'ai enregistré quelque chose. Et vous allez voir mon écran. J'espère que ça va venir. Parce que des fois, mon ordi il est un petit peu lent. Voilà. Et donc, j'arrive à ça. Donc là, je peux, par exemple, très rapidement, vous voyez, mettre ma vidéo comme ça. Et avec ScreenFlow, ce qui est formidable, c'est qu'ici, il y a une banque de données. Mais c'est payant. Mais ce n'est pas très, très cher, c'est environ 90 $ par an. Et là, par exemple, alors je suis en ligne, ça devrait marcher. Si je tape, par exemple, France, pour vous donner un simple exemple, ça devrait marcher. Voilà, j'obtiens des vidéos. Alors, soit des vidéos, soit des photos. Alors, des fois, il y a même de la musique, ce qui est bien pour la musique de fond, par exemple. Et vous voyez, regardez, on fait ça, on la met ici. Donc maintenant, ça devrait se télécharger, je pense. Ah oui, elle est là. Vous voyez, et après cette vidéo, je peux l'insérer, par exemple, donc, elle est en train de se charger, là, vous voyez ici. Vous voyez, là, elle se charge. Et je peux l'insérer dans ma vidéo, je peux en faire ce que je veux, en fait. Je peux la raccourcir, je peux la mettre sur le côté comme ça. Et puis là, le professeur, disons que c'est moi au milieu, vous me voyez, je suis en train de parler. Et après, évidemment, je peux mettre des sous-titres. Enfin, je peux tout faire. Ou même faire parfois des… Alors, il y a par exemple des vidéos comme celle-là, je vous montre très rapidement. Par exemple, si je tape… Alors là, il faut taper en anglais, malheureusement, parce que ce n'est pas un logiciel français. Et par exemple, je vais taper, je ne sais pas moi, tennis. Et je vais avoir des vidéos de gens qui jouent au tennis. Alors, par exemple, ça peut être merveilleux parce que je peux faire une petite… il y a eu une erreur, mais peu importe. Donc, on peut mettre les vidéos qu'on veut derrière. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, moi, avec bien sûr beaucoup d'expérience, il me faut 20 minutes pour faire une vidéo à peu près potable. Je pourrais peut-être… donc, je vais sortir de Slack, parce que c'est pas de Slack. Je vais vous en montrer une. Je vais vous en montrer une que j'ai faite qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je l'ai faite en 10 minutes l'autre jour pour des apprenants qui sont venus ici. J'espère que vous allez entendre le son. Bonjour à tous. Bienvenue à la maison de Sainte-Claire, ici à Crystal Creek, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit cours sur les pronoms Y et AN, pronoms qui parfois posent quelques difficultés à nos apprenants. Alors, prenons un simple exemple avec le verbe jouer. Vous savez qu'il y a deux verbes jouer. Il y a le verbe jouer. Vous voyez ici, ce qui est formidable, c'est que je fais dans ma salle de classe, j'ai mon tableau derrière, et quand je mets ensuite les sous-titres, je les fais apparaître sur le tableau qui est derrière moi. Bon, ça, je trouve ça assez sympa. Je continue un petit peu pour vous montrer qu'après, il y a des vidéos, vous voyez, qui apparaissent. Jouer aux cartes, AUX pluriel. Puis il y a le verbe jouer de, par exemple, jouer d'un instrument comme jouer du piano, jouer de la guitare, jouer du violon, jouer du violoncelle, jouer de la… Donc vous voyez le logiciel qui est payant, donc on achète ce logiciel qui coûte à peu près 100 $, puis après c'est annuel, on paye à peu près 99 $ australiens par an, et puis ensuite on peut avoir accès à toutes ces vidéos, ces bandes de données, ces photos, la musique, comme par exemple là la musique, et il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Même un exemple pluriel des percussions ou même avec une voyelle de l'or. Donc, vous voyez, voilà un exemple que j'ai fait. Alors, ce que je fais des fois, et ça, c'est pour des étudiants qui étaient venus ici, alors là, j'ai une autre, j'utilise Google Drive. Je télécharge la vidéo sur Google Drive et ensuite, je leur envoie un email à partir… Voilà, je vous avais perdu. Excusez-nous, parce que… Excusez-moi, ça a coupé, en fait. Enfin, je suis désolée. Je sais. Pas de problème. J'ai reconnecté tout de suite. Donc voilà, si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours me contacter à la maison de Sainte-Claire. De toute façon, vous pouvez nous envoyer, bien entendu, votre PowerPoint, mais de toute façon, enfin, votre diaporama, et on pourra le mettre à disposition sur le site. Et voilà, donc de toute façon, il n'y a pas de problème. Mais alors, désolé pour cette interruption, de toute façon, c'est voilà. Non, pas de souci. C'est vrai qu'on a coupé assez rapidement. Pour les participants qui sont revenus, on a eu une coupure, voilà.
Et de toute façon, c'est la fin de notre intervention, de cette intervention. Mais merci beaucoup, Monsieur Gilles Berger, pour Je vous en prie. cette intervention vraiment intéressante. Et donc, j'avais mis dans le chat, de toute façon, les logiciels que vous avez donnés. On les rementionnera également sur le site. Je rappelle également sur le site que de l'APFI, APFI Israël, vous pouvez retrouver le programme donc, de notre colloque. Et voilà, donc merci à vous, Monsieur Gilles Berger. Si vous voulez terminer sur Ben, ça. je vous en prie, ce fut un grand plaisir de vous accueillir ici dans ma salle de classe, qui plus est, ici en Australie. Vous savez, je vous disais que nous vivons dans un environnement unique. En fait, on est au milieu de nulle part, entre guillemets, entouré de forêts pluviales, donc on est des privilégiés. Un autre aspect de la maison de Sainte-Claire, c'est qu'il y a encore une semaine, nous avions une famille de koalas derrière notre maison, et c'était un grand moment pour nous, parce que, vous savez, la plupart des Australiens n'ont jamais vu un koala en liberté. La famille était à 10 mètres de nous, quoi. C'était extraordinaire. Donc, on a une chance inouïe, surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Voilà. Merci. Ça sera mon mot de la fin. Merci. Je vous en prie. Monsieur Berger, et encore un grand honneur de vous avoir reçu. Bonne soirée à vous. Oui, merci et bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.